On va pouvoir passer à la suite maintenant en accueillant Jean-Yves Le Gallou, qui est le président de Polémia, et celui sans qui, bien sûr, ce forum n'aurait pas lieu. Merci Jean-Yves Le Gallou, et je vous cède la parole. Bon, alors je vais parler, ce n'est pas très original de ma part, je vais vous parler du coût de l'immigration. C'est un sujet que je connais depuis un certain nombre d'années, puisque j'ai publié mon premier papier sur le bilan économique de l'immigration en 1976 dans la revue du corps préfectoral, ce qui serait évidemment impossible aujourd'hui. Alors, plus sérieusement, en matière d'immigration, on a vécu pendant très très longtemps sur une doxa assez simple qui consistait à dire « ils font le travail que les Français ne veulent pas faire, ils paieront nos retraites et leur bilan, le bilan économique, est forcément positif pour les finances publiques ». C'était la doxa. Bon, on peut faire une petite remarque. S'ils font le travail que les Français ne veulent pas faire, pourquoi les immigrés, en tout cas en provenance d'Afrique, du Moyen-Orient ou du Maghreb, ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que la moyenne? Et s'ils faisaient vraiment le travail que les Français ne veulent pas faire, pourquoi aurait-on besoin de donner du travail aux clandestins, comme on le voit dans les restaurants, dans le bâtiment et les travaux publics, ou pour les livraisons? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est assez drôle de dire, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, on disait, ils vont payer nos retraites. Il y a apparemment toujours un problème de retraite. Donc là, c'était pas très bon. Quant au bilan économique, il était forcément positif. Et commencer à mettre en doute, poser la question du coût de l'immigration, c'était un scandale. Le scandale est apparu, c'est ancien, ça fait 40 ans, en 1986, quand, pour les élections législatives, Jean-Marie Le Pen a sorti un coût de l'immigration à hauteur de 100 milliards. 100 milliards de francs. Hein. Bon, 100 milliards de francs, c'est-à-dire à peu près 15 milliards. Ça a fait un scandale absolu. Bon, pour être tout à fait honnête, la manière dont le chiffre était justifié laissait un peu à désirer. Mais qu'à cela ne tienne, assez rapidement, une étude sur le coût de l'immigration a été confiée à un haut fonctionnaire, enfin en dehors de ses heures de service, je vous rassure, Pierre Millioz, vice-président des anciens de l'ENA quand même, inspecteur général de l'industrie et essayiste, et qui avait obtenu, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, qui avait obtenu pour l'un de ses livres le prix René Cassin. Ça, c'était quand même pas mal. Et donc, Pierre Millioz, qui est un homme extrêmement sérieux, à qui, au fond, je suis content de rendre hommage aujourd'hui. Il est mort il y a 2 ans, un 14 juillet. C'était une sortie patriotique, en quelque sorte. Et Pierre Millioz a posé le fondement de toutes les études qui ont suivi sur l'immigration. Il a posé le fondement. Vous avez vu, au cours de cette journée, vous avez entendu des chiffres très différents pour la même chose. Mais c'est normal, c'est très difficile d'approcher exactement la réalité, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière de santé, de vaccins. Il y a toujours, selon les périmètres qu'on prend, des différences dans les résultats. Pierre Millioz a eu une démarche scientifique, puisqu'il est parti de statistiques toujours officielles, en essayant de les interpréter avec des hypothèses, en définissant le périmètre,
Vous savez qu'il y a différents périmètres en matière d'immigration. Il y a les étrangers, il y a les immigrés, ceux qui sont nés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité. Il y a les descendants d'immigrés, ceux qui naissent de parents immigrés. Donc, il a choisi des périmètres. Ensuite, il a pris dans les comptes publics les recettes, les dépenses, et il a essayé de faire la balance en posant à chaque fois ses hypothèses. Et il est arrivé en 1989-1990 à un coût de 211 milliards de francs de l'époque, c'est-à-dire, si on convertit en euros, 32 milliards d'euros. Il a refait une étude en 1995 en montant à 43 milliards d'euros. C'est la méthode qu'il a définie, c'est encore la méthode qu'on peut appliquer aujourd'hui. J'y viendrai dans la suite de mon développement. Alors, évidemment, son étude, là aussi, à l'époque, a suscité un scandale. Et le gouvernement socialiste de l'époque a dit « tout ça n'est pas sérieux, nous allons confier une étude à de vrais sociologues, de vrais scientifiques, de vrais démographes, et ils vont montrer que tout ça, c'est pas sérieux. » Le rapport Millos, le premier rapport Millos, date de 1990. En 1997-98, on attendait toujours l'étude. L'étude avait été confiée à Madame Tribala, de l'INED, et à Monsieur Taguieff, qui est un politiste, sociologue, on va dire. Bon. Et ils n'ont pas réussi à démontrer l'invalidité de l'étude. Ils pouvaient dire peut-être telle hypothèse, je la conteste, mais ils ne pouvaient pas contester les calculs qui avaient été effectués. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que Madame Tribala a découvert le problème de l'immigration. Elle s'est plongée dans le sujet et elle a vu que la réalité était différente que de celle qu'il était convenu d'avancer. Elle a vu qu'on vivait dans un régime d'omerta statistique, puisque, évidemment, il y a les chiffres qu'on ne connaît pas parce qu'on ne veut pas les connaître. Bon. Et d'ailleurs, à la suite de cela, elle a publié un premier livre qui s'appelait « Les yeux grands fermés », où elle dénonçait l'omerta statistique. On a eu ensuite un économiste qui s'est spécialisé, M. Chojniki, qui s'est spécialisé, un économiste de Lille, je crois, dans la région de Lille, qui s'est spécialisé, lui, dans l'étude aussi du bilan économique. Et alors, il a réussi, pendant un certain nombre d'années, à expliquer que le bilan économique était positif. Très fort, le mec. Très, très fort. Or, comment, voyez-vous, là, il y a un moment où derrière l'abstraction des raisonnements et des chiffres, il faut se reporter à un certain nombre de réalités. Comment le bilan économique de l'immigration pourrait-il être positif? Alors, c'est vrai qu'en matière d'immigration, il y a plusieurs immigrations qui ont des comportements différents. Il y a eu, dans les années 80, 90, on considérait encore dans les immigrations européennes, espagnoles et portugaises. Aujourd'hui, on ne les compte plus comme immigration depuis leur intégration dans l'Union européenne, mais il reste des immigrations différentes, immigration subsaharienne, immigration maghrébine, immigration indo-pakistanaise ou moyenne-orientale, et immigration asiatique, dont on vous a dit, même si ce n'est pas parfaitement politiquement correct,
qu'elle a un comportement et un bilan économique sans doute très différent de celui d'autres immigrations. Alors, j'en reviens à l'argument qui était celui de M. Chojnicki, les démonstrations de M. Chojnicki, qui consistait à dire ça rapporte. Or, comment ça pourrait rapporter quand vous constatez simplement 4 faits? Les immigrations, en tout cas, en dehors de l'immigration, si je laisse de côté l'immigration asiatique et l'immigration européenne, ce sont des immigrations où le taux d'activité est inférieur au taux d'activité dans la population française d'origine. C'est d'ailleurs un des rares pays d'Europe, la France est un des rares pays en Europe où le taux d'activité des migrants est inférieur au taux d'activité de la population d'origine. Mais c'est le cas. Donc comment pourrait-il avoir un bilan positif alors qu'ils ont un taux d'activité inférieur? Premier problème. Deuxième problème, dans leurs descendants, le chômage, le taux de chômage chez les descendants d'Africains ou de Maghrébins est le triple du taux de chômage dans la population française d'origine ou dans la population immigrée d'origine européenne. Deuxième élément, ce sont des populations qui ont une surfécondité importante. Alors que la fécondité moyenne française est largement inférieure à 2, chez ces populations-là, elle est de l'ordre de 3. Et donc, qui dit surfécondité, dit taux d'allocation familiale plus élevé, dit accès plus facile au logement social, donc à nouveau une charge. Troisième élément, une surcriminalité importante. Alors évidemment, c'est difficile à savoir comment on impute les dépenses de police ou de justice. Est-ce qu'on les impute à la proportionnelle de la population ou est-ce qu'on les impute à la proportionnelle de l'occupation des prisons ou de l'occupation des tribunaux pénaux? Sans parler des tribunaux administratifs, puisqu'aujourd'hui, 40% du contentieux administratif, c'est du contentieux lié à l'immigration. Quatrième élément, comment le bilan économique pourrait être positif alors qu'on met en place des politiques de soutien exceptionnelles qu'on appelle la politique de la ville ou qu'on appelle la politique des zones d'éducation prioritaire avec une augmentation du taux d'encadrement dans les écoles. Donc, franchement, le fait qu'on ait pu douter pendant longtemps du coût de l'immigration est quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, je vous ai parlé des premières estimations et de la méthode Milhaud. Le père de ces calculs, c'est Pierre Milhaud. Il y a eu des études faites par Yves-Marie Lolland et l'Institut géopolitique des populations qui estimait le coût à 72 milliards en 2012. Puis, en 2015, Polemiat a publié une étude d'André Pozokov, que je salue aussi, qui établissait les dépenses à 63 milliards, le surdépense de l'immigration, 63 milliards, et même à 84 milliards en prenant en charge la dette. Parce que, effectivement, le déficit que l'immigration a créé d'année en année dans le budget de l'État a été financé non pas par l'impôt, mais par la dette. La dette, elle a un coût qui est la charge de la dette. Je pense qu'aujourd'hui, alors je n'ai pas le calcul, et je pense que là, nous sommes dans des raisonnements en ordre de grandeur. Mais dans les 3 milliards, les 3200 milliards de dettes,
il y a une partie, peut-être 1 milliard, 1,2 milliard, peut-être un peu plus, qui est la conséquence de la charge de l'immigration sur le budget de l'État. Pour être clair, vous vous êtes endettés, nous nous sommes endettés pour financer notre remplacement. Alors il y a eu ensuite quelqu'un qui a pris la relève, qui aurait pu d'ailleurs être là aujourd'hui s'il n'avait pas été pris par un déplacement en province antérieur. Il nous l'a tout de suite dit qu'il ne pouvait pas venir à cause de cela. C'est Jean-Paul Gourevitch qui a publié depuis 2007 une série d'études dans Contribuables associés. Je dois dire que Gourevitch a beaucoup évolué dans ses évaluations, puisqu'il est parti de chiffres assez bas, à la fois par prudence et aussi par opportunité, puisque dans ces matières-là, en matière d'immigration, si vous dites la réalité, vous êtes extrémiste. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu tendance un peu à minorer, à être dans une tendance de prudence et de minoration, précisément pour éviter de passer pour extrémiste. Je ne suis pas absolument sûr d'avoir réussi. Mais par contre, j'ai souvent, si je me suis trompé, je me suis toujours trompé par minoration. Jamais par exagération. La réalité dépasse toujours ce qu'on croit. Et donc, Gourevitch a beaucoup évolué dans ses évaluations, et ses dernières évaluations sur 2023, c'est le chiffre que je retiendrai à ce stade du raisonnement, c'est 54 milliards, dont il reconnaît lui-même que c'est par défaut, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il n'a pas pris en compte dans ce calcul. Et il a appliqué, là aussi, schématiquement, ce que j'appelle la méthode Millot, c'est-à-dire qu'on met d'un côté, c'est de la comptabilité presque en partie double, d'un côté les recettes nettes de l'immigration en termes d'impôts et autres, et de l'autre côté les dépenses, ce qu'ils apportent, ce qu'ils reçoivent, c'est assez simple. Et donc il arrive à 54 milliards, dont il dit que selon lui, c'est une estimation par défaut, et il n'a pas intégré l'aspect dette. Alors l'aspect dette, il a un côté un peu taquin, parce qu'on peut vous dire on les a financés par l'impôt et pas par la dette. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, 54 milliards, c'est le chiffre que je vous propose de retenir en l'état du raisonnement. Alors il y a une autre approche possible. Qui est celle du prix Nobel Maurice Allais. Maurice Allais était le premier prix Nobel d'économie français en 1988 pour le travail qu'il avait fait. Maurice Allais, c'est un économiste de l'école d'économie mathématique de l'école des mines. Bon. Et il a obtenu son prix Nobel pour ses travaux sur le modèle d'équilibre général de Walras. C'est une intelligence assez exceptionnelle. Et donc, lui a développé un raisonnement très, très global, très cohérent sur l'immigration et surtout sur le coût d'investissement nécessaire à toute personne supplémentaire. Et il a raisonné par rapport à ce qu'il appelle le capital national reproductible. Pour faire un peu simple, le capital national reproductible, c'est les écoles, c'est les routes, c'est les hôpitaux, c'est les tribunaux, c'est les prisons, c'est les commissariats, c'est les logements, c'est les universités, c'est les résidences universitaires. C'est tout ce qu'il faut à une personne pour vivre. Et quand il y a une personne supplémentaire, eh bien, il y a des besoins supplémentaires. Et lui estime le capital national reproductible à 4 fois le revenu national. Et donc, elle applique le raisonnement. Si le capital national reproductible, c'est 4 fois le revenu national, à ce moment-là,
tout immigré qui rentre, il faut considérer que son coût en termes d'investissement, c'est 4 fois son salaire annuel. Et donc, c'est assez simple. Si vous estimez un salaire annuel plutôt bas, mais avec les charges, autour, je suis très bas, là, à 25 000 €, et qu'il rentre 400 000, qu'il rentre 25 000 € par an, ça fait 100 000 €, qu'il rentre 500 000 personnes, ce qui est le cas actuel, 500 000 entre les titres de séjour, plus les demandes d'asile, plus les mineurs isolés, on est à 500 000. Je fais simple parce qu'on pourrait dire qu'il y a un peu de double compte et diminuer un peu. Mais 500 000, c'est le chiffre d'entrée. 500 000, ça coûte 50 milliards. 50 milliards pour les nouveaux arrivants. Alors, c'est vrai qu'on peut ne pas faire les investissements. Mais si vous ne faites pas les investissements, eh bien, vous aboutissez à une dégradation du niveau de vie de tout le monde. Voilà. Si vous ne faites pas l'investissement en prison, vous avez la délinquance qui augmente. Alors, vous voyez, on arrive là aussi, surcoût de l'immigration, 50 milliards, surcoût des arrivées nouvelles, 50 milliards. Voilà, on a des chiffres qui sont cohérents. Qui, en l'occurrence, devraient se cumuler. Alors, comment on fait des économies ? Je serais tenté de dire que l'immigration est un des secteurs où ce serait le plus facile de faire des économies. Le secteur le plus facile, c'est la transition énergétique. J'y reviendrai. Bon. Mais l'immigration, on peut faire des économies. Comment ? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'arrêter les entrées. D'arrêter les entrées, parce que si vous arrêtez les entrées, vous arrêtez les besoins en coûts d'investissement supplémentaires, le capital national reproductible dont j'ai parlé, et vous arrêtez les pertes du coût de l'immigration dans les années qui suivent, l'année N+1, l'année N+2, l'année N+3. Donc il faut arrêter les entrées. Alors ça, je vous accorde que c'est facile à dire et un peu plus difficile à faire en l'état actuel du droit. Ça suppose d'arrêter les clandestins, donc de rétablir le contrôle aux frontières, ce qui est peu facile, et ça suppose, ce serait théoriquement facile, de limiter la délivrance des titres de séjour. On a délivré, l'an dernier, 350 000 titres de séjour. Au titre du travail, au titre du regroupement familial, au titre du statut d'étudiant, au titre de l'asile, au titre de la régularisation. Et donc, là, il faudrait agir. Alors, en ce moment, M. Retailleau fait un numéro assez classique de ministre de l'Intérieur. Il bat le tambour. Il bat le tambour. Et la musique est plutôt agréable à nos oreilles. Mais ça n'est pas suffisant. Si M. Retailleau est encore là dans 1 an, il aura un bilan chiffré. C'est-à-dire combien d'entrées sous M. Darmanin, combien d'entrées sous M. Retailleau. Les possibilités d'agir ne sont pas infinies. On peut agir sur le travail. On ne délivre plus de titres de travail. On peut agir sur la régularisation. On ne régularise plus. Je crois qu'il est en train de préparer une nouvelle circulaire pour abroger la circulaire Valls. Mais bon. On peut agir sur les étudiants. Je ne suis pas absolument sûr qu'on ait besoin actuellement de 100 000 étudiants étrangers supplémentaires chaque année. Alors, ça repart un peu, mais pas toujours. On peut agir
Sur le regroupement familial, c'est plus difficile en l'état actuel du droit et du Conseil constitutionnel, mais on peut agir à la marge. On peut agir à la marge. Je vous donne un exemple. Claude Guéant, quand il était ministre de l'Intérieur, a limité les naturalisations. Et en limitant les naturalisations, il a limité les regroupements de familles de Français. Voilà. Ça joue à la marge, hein. Mais on peut jouer un peu. Ceci étant, Guéant a des ennuis avec les médias et la justice depuis 10 ans à cause de ça. Il paye. Il a fait un peu, il paye beaucoup. Bon. Donc, aujourd'hui, en l'état actuel du droit et sans réforme constitutionnelle, on ne peut pas passer de 350 000 titres de séjour en 2023, et sans doute en 2024 aussi, puisque 2024, je suis un peu 2024, à zéro. Mais on doit pouvoir diminuer. Et à partir du moment où on diminue de 50 000, de 100 000, de 150 000, on gagne un peu d'oxygène. Pas assez, mais on gagne un peu d'oxygène. Donc ça, c'est la première piste. C'est-à-dire que la première piste, c'est d'agir d'abord sur la délivrance des titres de séjour, qui est quand même un acte administratif qui est parfois contraint, mais pas toujours. Il y a de la marge. Voilà. Ensuite, alors là, on peut trouver des crédits assez vite, mais ça suppose aussi, objectivement, un changement constitutionnel, c'est de couper les pompes aspirantes. Qu'est-ce que c'est que les pompes aspirantes ? C'est ce qui fait, c'est Gourevitch qui a trouvé la formule. Les immigrés font du benchmark. Ouais, ils font du benchmark. Il n'y a pas que nous qui faisons du benchmark, eux aussi ils font du benchmark. Ou du benchmarking, je ne sais pas comment. Bon, bref. De l'étalonnage. Et ils regardent quels sont les pays les plus intéressants. Et alors, de ce point de vue-là, la France est très performante. Elle est performante parce que c'est facile d'y rentrer, c'est facile d'y obtenir des papiers, c'est difficile d'en être expulsé, et en plus, vous touchez de l'argent. Donc la France, là-dessus, elle est vraiment dans le meilleur, quoi. C'est même pas le top 10, c'est le top 5, c'est vraiment meilleur, quoi. Bon. Et donc, les pompes aspirantes, c'est quoi ? Eh ben, c'est tout simplement les crédits qui sont donnés aux demandeurs d'asile, qui sont plus généreux en France que dans les autres pays voisins, et puis les prestations de solidarité nationale qui devraient être réservées aux Français, puisque c'est de la solidarité nationale, et qui sont étendues à la terre entière. Et alors là, les sommes sont tout de suite assez importantes, puisque la partie du RSA affectée aux étrangers, c'est 3 milliards. La partie des allocations familiales affectées aux étrangers, c'est 15 milliards. Et la partie des APL affectées aux étrangers, c'est 3 milliards. C'est dans des études. Le calcul sera fourni dans les annexes qu'on publiera. Il y a aussi des dépenses en matière de logement. Au total, on peut récupérer là relativement facilement, sous réserve de changer quand même, d'avoir une réforme constitutionnelle par référendum, c'est pas possible autrement, on peut récupérer assez facilement 21 milliards. Il y a une chose par contre qu'on pourrait faire beaucoup plus vite, c'est de couper les crédits facilitateurs, c'est-à-dire les dépenses qui encouragent, qui financent les gens qui promeuvent l'immigration. Alors vous avez par exemple un crédit d'intégration et d'accès à la nationalité française de 540 millions d'euros. C'est du crédit immigrationniste à l'état pur. Vous avez le droit d'asile, les hébergements. Bon, ça j'en ai déjà parlé, donc je le laisse. Vous avez les aides aux associations de migrants. 1,940 milliard. 2 milliards. Alors, là, vous avez là-dedans SOS Méditerranée, France Terre d'Asile, la CIMAD, etc.
1940 millions qui sont utilisés pour partie pour certains services que l'État leur délègue et pour une grande partie pour assurer des actions de propagande immigrationniste. Et donc vous voyez, quand vous voyez la différence, si vous êtes une association immigrationniste, vous recevez énormément d'argent public. Si vous êtes une association identitaire, vous ne recevez pas d'argent public, vous avez juste des procès. Ce n'est pas tout à fait paritaire. Vous avez l'aide juridictionnelle au clandestin. Le clandestin, il a 210 millions d'aides juridictionnelles. J'ai assisté récemment à une audience au Conseil d'État dans le recours que faisait le Cercle Droit et Liberté et l'Institut Iliade devant le Conseil d'État. On demande d'annulation de la circulaire Darmanin. Malgré les soutiens que nous recevons de vous et d'autres, et dans un souci de bonne gestion, on avait décidé de faire l'économie d'un avocat au Conseil d'État. On a pris des avocats, mais on s'est dispensé du ministère de l'avocat au Conseil d'État par économie, ce qui est quand même un handicap. Par contre, alors rassurez-vous, à la même audience, il y avait un polygame malien et un délinquant afghan qui étaient représentés, ils n'étaient pas à l'audience, ils n'avaient pas s'embêter à aller à l'audience, ils étaient représentés par un avocat au Conseil d'État, payés soit par l'aide juridictionnelle, soit par des associations subventionnées par l'État. Donc vous voyez là, on est dans le cœur du cœur de la dépense nuisible. Parce que c'est la dépense nuisible qui entraîne, par conséquence, c'est la petite puce de départ qui devient une grosse bulle. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à gagner. Il y a aussi les dépenses de politique de la ville qui financent. Il y a vraiment, là on recoupe un peu ce qui a été dit ce matin sur les dépenses associatives. Alors, à partir de là, il y a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'immigration nous coûte cher. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus les moyens de se la payer. Et qu'il va donc falloir, d'une manière ou d'une autre, arrêter et récupérer, dès que possible, 25 milliards par an sur l'immigration. Vous savez qu'on a présenté 6 paquets de 25 milliards. Voilà, ça c'est le paquet, 25 milliards immigration. Bon courage.